Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais cette année, Ça parle histoire est là pour vous. Bonjour et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre de géographie, l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance en classe de 3e. Toutes les définitions du chapitre se trouvent en description et à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien précieux qui permet du coup de continuer, malgré les années. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee, toute aide, même un simple partage ou un commentaire, est grandement apprécié. Commentaire de référencement. Donc commence par partager la vidéo à tes potes. Allez, c'est parti. Ce chapitre, c'est la suite logique d'un autre chapitre d'histoire que vous avez étudié cette année, Affirmation et mise en œuvre du projet européen, que vous pouvez retrouver ici. Clic. Et donc, après avoir étudié la construction européenne durant la guerre froide et jusqu'à aujourd'hui, ce qui montre que l'UE est un territoire attractif, un espace de stabilité politique et un pôle de richesse, nous allons voir dans ce chapitre que l'Union européenne est un territoire qui est toujours en construction. L'Union européenne rassemble près de 450 millions d'habitants sur une superficie de près de 4,5 millions de kilomètres carrés. Elle aménage le territoire européen afin de mieux relier ses États membres entre eux, de les développer ensemble et de réduire les inégalités. C'est ce qu'on appelle la politique de cohésion, ou politique régionale, c'est synonyme, mais retenez ça. C'est cette présence concrète de l'Union qui crée un sentiment d'appartenance à un espace commun. Voilà, si vous êtes attentif quand vous vous baladez en ville et que vous voyez une école, un pont, une voie ferrée en construction, il y a toujours en fait un panneau qui présente les travaux, et sur ce panneau, vous verrez presque systématiquement un drapeau européen pour indiquer que l'UE a participé financièrement à ce projet. Et tout ceci nous amène à la problématique du chapitre, comment l'Union européenne est-elle devenue un territoire d'appartenance pour ses habitants? Alors là, c'est un petit rappel du chapitre précédent, donc la construction européenne débute en 1951 avec la CECA, puis en 1957 avec la CEE. À ce moment-là, 6 pays fondateurs la composent, je vous les rappelle pas, normalement vous êtes censés les savoir. France, Belgique, Italie, Pays-Bas, Luxembourg. France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. L'Allemagne de l'Ouest. RFA. Ben oui. Excusez-moi les Allemands. Puis les élargissements successifs du territoire européen se poursuivent jusqu'en 2013 avec l'adhésion de la Croatie. Dernier pays à avoir intégré l'UE au moment de cette vidéo. L'Union européenne compte alors en 2013 28 États. L'étape la plus marquante de ces agrandissements est en 2004, car avec la disparition du bloc soviétique, quelques années auparavant en 91, 10 pays d'Europe centrale entrent dans l'Union en même temps. L'Union européenne est toujours en construction aujourd'hui et ses frontières sont loin d'être fixées. Par exemple, le Royaume-Uni a voté par référendum sa sortie de l'Union en 2016, sortie qui est effective depuis le 1er février 2020, ce qui forcément modifie les frontières européennes à l'ouest. Autre exemple, il y a officiellement en 2026 9 candidats à l'adhésion à l'Union européenne, c'est pas mal. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Et parmi ces 9 pays, en fait, 3 ont demandé très récemment, en 2022, si je dis pas de bêtises, leur adhésion à l'Union, parce qu'il y a un grand pays qui fait un peu peur. Coucou. Donc c'est l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Donc il y aura d'autres élargissements, ce qui montre l'attractivité de l'Union européenne. Il y a même le Canada qui s'est dit, qui réfléchit à éventuellement proposer sa candidature depuis que leur voisin il veut les annexer. C'est moyen du coup. Mais du coup, on pourra plus s'appeler Union européenne. Bon, tu me diras, il y a bien l'Australie à l'Eurovision. Bref, c'est vraiment pas le sujet, donc tout ça, ça montre l'attractivité de l'Union, qui est, même si certains d'entre vous qui regardez cette vidéo n'appréciez pas l'UE, c'est un espace de paix, de démocratie et un pôle de richesse. Et aujourd'hui, des réalisations communautaires concrètes permettent aux Européens de s'identifier à un espace commun. On a l'exemple de l'espace Schengen qui permet la libre circulation des Européens au sein des États membres de l'Union, alors que la zone euro permet aux habitants des pays membres de cette zone de faire des achats avec une monnaie commune, l'euro. Team Alsaciens qui vont au DM en Allemagne acheter des produits d'hygiène beaucoup moins chers qu'en France. Les Européens partagent également des institutions politiques communes comme le Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles, la Commission européenne à Bruxelles, ou encore le Conseil européen à Bruxelles. Ces réalisations concrètes permettent de simplifier le quotidien des habitants. Bah oui, passer une frontière dans l'espace Schengen, c'est aussi simple que se déplacer d'Alsace vers la Lorraine.
même si je vois pas trop ce qu'un Alsacien irait faire en Lorraine. En plus d'une circulation des personnes facilitée, des marchandises circulent tout aussi librement entre les pays sans être taxées. C'est ce qu'on appelle le marché commun. Mais là, normalement, je ne vous apprends rien, car vous avez normalement étudié en cours une région transfrontalière, comme l'euro-région du Rhin supérieur entre la France, l'Allemagne et la Suisse. N'hésitez surtout pas à ressortir des exemples vus en classe dans votre copie, afin d'illustrer votre propos dans un développement construit. C'est comme ça que ça marche, l'argumentation. C'est important. Aujourd'hui, l'UE est un territoire qu'on dit à géométrie variable, c'est-à-dire que tous les pays ne sont pas intégrés de la même façon. Ainsi, comme on l'a dit dans le chapitre d'histoire sur la construction européenne, plusieurs zones se superposent. L'UE à 27, la zone euro à 20. Oui, alors il faudra faire attention parce que dans ma vidéo, je dis qu'on est 19 dans la vidéo sur la construction européenne, il y en a 19 dans la zone euro, mais la Bulgarie a rejoint la zone euro le 1er janvier 2026. Donc maintenant on est 20. Certains pays ont refusé de ne plus frapper leur propre monnaie et donc ne possèdent pas l'euro, d'autres ne remplissent pas les critères économiques. On a aussi l'espace Schengen qui fixe la frontière extérieure à 26, mais dans ces 26, certains pays comme la Suisse, la Norvège et l'Islande ne font pas partie de l'UE, mais font partie de l'espace Schengen. Ce qui rend le tout un peu compliqué et ce qui explique bien l'expression d'un territoire à géométrie variable. Cette complexité ainsi que les finances de l'Union, il y a encore d'autres arguments qui renforcent l'euroscepticisme, c'est-à-dire douter de l'Europe en tant qu'unité, et l'europhobie, c'est-à-dire éprouver de l'hostilité carrément envers l'Europe et son unification depuis quelques années, et qui ont abouti par exemple à la sortie du Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, l'Union européenne, c'est un territoire qui est développé et riche. C'est même la première puissance commerciale au monde. Cependant, les différents élargissements vers l'Europe de l'Est ont renforcé les contrastes territoriaux, et l'Union reste aujourd'hui marquée par des écarts de richesse assez importants. On constate alors qu'il y a plusieurs zones de richesse en Europe, et normalement vous avez réalisé un croquis en cours qui montre cela. D'ailleurs, retenez que quand vous faites un croquis en classe, c'est qu'on peut vous interroger sur ce croquis à l'épreuve du brevet. On trouve tout d'abord la mégalopole européenne qui relie Londres à Milan, en passant par le sud de l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'ouest de l'Allemagne et le nord de l'Italie. C'est la région la plus riche et la plus développée de l'Union. Dans cette mégalopole, à ne pas confondre avec une mégapole, les réseaux de transport sont denses, les échanges y sont nombreux et on y trouve de grandes métropoles. Le PIB moyen par habitant par an dans cette zone dépasse souvent les 35 000 €. Petit rappel, pour le PIB par habitant, en gros, c'est ce que tu gagnes sur un an, en moyenne. À ne pas confondre avec le PIB, qui lui est la production de richesse d'une zone donnée pour un an. Ensuite, on trouve les pays de l'Ouest et du Nord, comme la France, l'Allemagne ou les pays scandinaves, qui sont riches et développés avec un PIB moyen par habitant qui dépasse les 30 000 €. Puis les pays d'Europe du Sud, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne ou encore le Portugal, qui ont une économie plus fragile et le PIB moyen par habitant oscille entre 20 et 25 000 €. Et enfin, les pays d'Europe de l'Est qui sont moins développés et plus pauvres avec un PIB moyen en dessous de 20 000 €. Sacrée différence, ouais. Mais alors, que fait l'Union européenne ? Eh bien, elle consacre une grande partie de son budget à ce qu'on appelle la fameuse politique de cohésion qu'on a évoquée tout à l'heure ou la politique régionale. Cette politique de cohésion sert à éviter les disparités régionales et les écarts de richesse au sein de l'UE à tous les niveaux, entre citoyens, entre régions et entre États membres. En résumé, c'est une politique de solidarité, afin que les régions en difficulté puissent rattraper leur retard de développement. Et actuellement, c'est plus du tiers du budget de l'UE qui est consacré à cette politique, soit près de 352 milliards d'euros en 6 ans, qui vise à éliminer les disparités économiques, sociales et territoriales dans l'UE. Concrètement, ces 352 milliards d'euros sont gérés par le FEDER, FEDER, Fonds européen de développement régional, ou encore le FSE, Fonds social européen, qui finance des projets à travers toute l'Union. Cherchez des travaux d'autoroute, de bibliothèques, de presque n'importe quoi à part des maisons individuelles ou des immeubles, il y a normalement toujours un panneau comme celui-ci. Vous êtes quasiment certain d'y trouver le drapeau de l'Union. Cela signifie que l'Union a investi de l'argent dans ce projet. Et tout ça, ça s'appelle la solidarité européenne. Car ce budget européen est alimenté par les pays qui composent l'Union. Les pays les plus riches payent davantage que les pays les moins riches, et l'argent est ensuite redistribué en fonction des besoins de chacun. En plus de cette politique de cohésion, on trouve le programme Erasmus qui permet aux étudiants d'aller facilement étudier dans un autre pays. On a aussi la politique agricole commune, dont le but est de soutenir financièrement l'agriculture dans les États membres. Pour résumer très grossièrement, ça signifie que de nombreux agriculteurs à travers l'Union reçoivent de l'argent de la part de la PAC pour les aider à améliorer leurs installations, le matériel, etc. Et d'ailleurs, les agriculteurs britanniques en avaient gros sur la patate quand ils n'ont plus eu le droit à la PAC, comme ils sont sortis de l'Union.
La France, c'est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union et elle occupe une position de carrefour entre le nord et le sud de l'Union. Elle joue aussi le rôle d'interface, notamment maritime, car la plus grande voie maritime mondiale longe nos côtes en direction de Rotterdam. La France est connectée avec ses voisins, tunnel sous la Manche, le Thalys qui va en Belgique ou l'Allemagne, certains trains allemands, les ICE, vont même jusqu'à Paris. L'Allemagne d'ailleurs, c'est le premier partenaire commercial de la France, avec 16% des exportations françaises et 19,5% des importations françaises, qui viennent d'Allemagne. D'ailleurs, si on enlève la Chine et les États-Unis, les principaux partenaires commerciaux de la France sont exclusivement européens. Première puissance agricole européenne, la France exporte donc dans toute l'Europe, et cela a été permis par la fameuse politique agricole commune qu'on a évoquée juste avant, mise en place en, ça vous êtes censé le savoir, en 62, qui donne à la France un secteur primaire moderne et mécanisé, lui donnant l'opportunité de devenir la principale puissance agricole européenne. Outre l'agriculture, l'intégration à l'Union est favorisée avec les eurorégions et les GECT, que vous avez étudiés en cours et qui favorisent le développement de projets transfrontaliers. Par exemple, pour ma part, j'habite l'Alsace, je pense que vous aviez compris, et le tramway de Strasbourg traverse la frontière pour aller desservir la ville allemande voisine de Strasbourg, Kehl. Strasbourg, justement, fait partie des capitales européennes, puisqu'elle accueille le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme, ou encore le Conseil de l'Europe. Lyon, c'est le siège de la chaîne européenne d'information Euronews. Toulouse, le lieu d'assemblage des avions du constructeur aéronautique européen Airbus, etc., etc. Et pourtant, malgré tous ces exemples, la France se situe à l'écart de la mégalopole européenne et les agrandissements successifs à l'Est ont déplacé le centre de l'Europe sur l'Allemagne, qui semble aujourd'hui en position favorable pour assurer un leadership sur l'Union. De plus, en France aussi, l'euroscepticisme gagne du terrain. Cela se constate dans les programmes de certains candidats à l'élection présidentielle et aux élections européennes qui voient l'abstention de près d'1 Français sur 2. Voilà pour ce chapitre. Normalement, ce qu'on attend de vous maintenant, c'est que vous soyez capable de raconter comment l'Union européenne est devenue un territoire d'appartenance pour ses habitants. Vous devez également être capable de différencier les espaces de richesse et les espaces en marge des dynamiques au sein de l'Union européenne. Et enfin, vous devez pouvoir décrire les politiques mises en œuvre pour réduire les inégalités entre les États membres. Normalement, vous avez également réalisé un croquis en cours, un croquis de l'Union avec les différences de richesse ainsi que les principaux axes de transport. Ce croquis est évidemment à connaître. N'oubliez pas le commentaire pour le référencement et le like sous la vidéo, c'est très important. Allez, on partage la vidéo à ses potes. Ici c'est Baptiste et je vous dis à très vite pour une nouvelle leçon.